Bonsoir mesdames, messieurs et les autres, bienvenue et prenez place devant le journal de la Formule 1. Le toboggan des Ardennes a apporté plus de questions que de confirmations. Mais alors, quel pilote s'en est le mieux tiré en Belgique? Tentons de répondre à cette question grâce aux quelques images à notre disposition. Faites chauffer les cylindres, mettez vos gants, votre casque de cuir et installez-vous dans votre monoplace. Au soir du Grand Prix de Suisse, aucune épreuve européenne n'a résisté aux Alfetta. Les 500 miles étant une course typiquement américaine, réservée aux pilotes américains, pas du tout intéressés par le championnat, les Alphas n'ont rencontré aucune concurrence et dominent outrageusement tous les Grands Prix. Par ailleurs, les 3 F pour Fangio, Farina et Fagioli occupent les 3 premières positions du classement. Nino Farina, leader et vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne et du Grand Prix de Suisse, possède 18 points. Deuxième, nous trouvons l'Italien Fagioli, très régulier, ayant déjà marqué 12 points. Puis, pour compléter ce podium, nous trouvons l'Argentin Fangio, très malchanceux depuis le début de la saison, puisqu'il a déjà abandonné 2 fois en 3 courses, mais a tout de même réussi à remporter le Grand Prix de Monaco et à engranger 9 points. De ce fait, c'est Fagioli qui est aujourd'hui le principal adversaire d'un Farina pouvant être irrésistible. D'ailleurs, les 3 pilotes Alpha seront bien là pour le Grand Prix de Belgique et le classement au championnat pourrait être perturbé, alors que nous n'observons aucun changement côté Alpha. Chez Ferrari, on tente d'innover. Si Luigi Villerossi est toujours au volant de la Ferrari 125 F1 à compresseur, l'écurie au cheval cabré apporte la 275 F1, la première Ferrari avec un moteur atmosphérique. Elle est aux mains d'Ascari et même si son moteur n'atteint pas encore sa puissance maximale, il est moins énergivore et permettra à l'Italien d'économiser un arrêt. Seulement 14 pilotes prennent part à cette course et la moitié d'entre eux seront à bord d'une Talbot. Notre marque française préférée est venue avec 3 voitures officiellement engagées. L'une d'entre elles a été confiée au vainqueur de l'année précédente, Louis Rosier, premier français à monter sur un podium en Formule 1. C'était il y a 2 semaines au Grand Prix de Suisse. Les 2 autres seront pour un habitué, Yves Giraud-Camantou, et un remplaçant, Philippe Étancelin, palliant l'absence d'Eugène Martin, gravement blessé lors du Grand Prix précédent. 4 Talbots privés participeront également, avec Raymond Sommer, Pierre Levègue, Eugène Chabou et Johnny Claes. Les points doivent se jouer entre les Ferrari et les Talbots, puisque Maserati n'est pas présente. Certes, une Maserati est engagée par Tony Branca, mais il représente la marque à titre privé sur une ancienne 4 CLT. Et enfin, n'étant pas venu courir depuis le premier Grand Prix, Alta fait son retour sur la grille. Cependant, c'est une Alta GP2, c'est-à-dire la catégorie inférieure à la Formule 1, et elle est engagée à titre privé par Geoff Crossley. Voilà pour les acteurs de ce week-end. Parlons maintenant du circuit de Spa-Francorchamps, le toboggan des Ardennes. Tracé le plus long au calendrier avec une longueur de plus de 14 km, la piste a été élargie pour accueillir la Formule 1. Surnommé le toboggan des Ardennes du fait de ses montées et descentes incessantes, le circuit a été construit en 1921 près de Spa. La première course eut lieu en 1925 et fit passer les pilotes près de Francorchamps. Ce circuit est à nouveau très apprécié des pilotes, étant particulièrement rapide et accidenté. La vitesse moyenne attendue est de 180 km/h et les pilotes sont unanimes concernant la montée de l'eau rouge, qui est pour eux le virage le plus impressionnant, tout circuit confondu. Avec une telle longueur, l'écart de temps en qualification devait être important. La première séance débute le 15 juin et sans surprise, les Alphas sont bien supérieurs à leurs concurrentes. Si cette première session ne définit pas encore l'ordre de la grille, nous pouvons observer des vitesses très importantes, à l'image de Farina, dépassant les 175 km/h de moyenne sur un tour. Le lendemain, l'Italien fait encore mieux, effectuant un tour à 183 km/h de moyenne et tournant en 4 minutes 37. Quelques minutes plus tard, Fangio réalise un temps similaire. Malheureusement pour l'Argentin, en cas d'égalité, la priorité revient au pilote ayant fait le temps le plus tôt. Farina signe donc la pole position devant Fangio et devant Fagioli, largué à plus de 4 secondes. Alors que nous serions en droit de nous dire que la Ferrari à moteur atmosphérique
serait proche des Alphas, Ascari ne signe que le 7e temps, loin derrière son coéquipier. Villers-Rossi, tout juste 4e, devant Raymond Sommer 5e. En 6e position, nous trouvons Philippe Étancelin, et le reste des Talbots se qualifie entre la 8e et la 11e position, loin devant la Maserati et l'Alta GP2. A noter que Johnny Claes n'a pas pu réaliser de temps et partira donc dernier. Vous connaissez la tradition depuis le début de cette saison, les Alphas et la Ferrari de Villers-Rossi seront obligés de s'arrêter 2 fois au stand afin de voir la fin de la course, longue de 500 km. De son côté, Ascari n'aura besoin de passer qu'une seule fois par les stands, tandis que les Talbots pourront effectuer la distance de l'épreuve sans ravitailler. La météo est plus que clémente pour la course, puisque la chaleur et le beau temps sont de sortie. Le drapeau s'éleva, puis s'abaissa. La course est lancée et instantanément, l'Argentin Fangio saute Farina au départ. Derrière les 2 hommes forts du championnat, on trouve un surprenant Raymond Sommer, ayant effectué un départ de toute beauté et s'emparant de la 3e place. Se battant comme un beau diable, il ne pourra malheureusement rien faire contre les attaques répétées de Luigi Villers-Rossi, de Fagioli et d'Ascari, le passant tous les 3 avant le début du 2e tour. Au tour suivant, Villers-Rossi tombe 4e et on retrouve les 3F aux avant-postes. À partir de là, la domination des Alphas est à nouveau incontestable. D'ailleurs, devant, Farina et Fangio se disputent la tête. La bataille tourne à l'avantage de l'Italien au 7e des 35 tours. Puis, pas grand-chose ne se passe durant les boucles qui suivent. Alors que la première salve d'arrêt au stand s'effectue, Raymond Sommer prend la tête du Grand Prix et devient le premier Français à mener une course en Formule 1. Peut-on espérer une victoire française aujourd'hui? À peine avons-nous le temps d'espérer que les Alfa Romeo de Nino Farina et Fangio reviennent sur lui et le dépassent. Mais, comme je vous l'ai dit, les Alphas doivent encore s'arrêter une fois. Et le Français montre un rythme de course très intéressant. Il peut aller chercher la victoire. C'est alors qu'en entamant le 20e tour, son moteur explose et Sommer doit mettre pied à terre. Terrible abandon pour le Français, auteur d'une course remarquable. Entre-temps, Fangio avait repris la première place à Farina et nous savons alors que la victoire se joue devant, malgré la nécessité d'un 2e arrêt. Le Grand Prix se dirige vers une fin calme et sans rebondissement. C'est alors qu'à 3 tours du but, Farina commence à ralentir. Il rentre au stand et tout le monde pense à un abandon. Pourtant, il repart. Un problème de transmission le contraint de rouler à faible allure. Lui, qui avait dépassé les 300 km/h dans la descente de Masta, est contraint de rouler à moins de 100 km/h pour les 3 tours restants. Va-t-il réussir à marquer des points? Fangio s'adjuge tranquillement sa 2e victoire de la saison devant Fagioli et Louis Rosier, montant une 2e fois sur le podium. Farina parvient à sauver les 3 points de la 4e place et marque un point supplémentaire grâce au meilleur tour qu'il a signé. Et enfin, les 2 derniers points de la 5e place reviennent à Ascari, son unique arrêt lui ayant fait gagner énormément de temps. Farina compte désormais 22 points au classement du championnat du monde et conserve la tête malgré une épreuve difficile. 2e, on trouve toujours le très régulier Fagioli, n'ayant plus qu'un point d'avance sur le 3e, Fangio, avec 17 points. A noter la belle 4e place de Louis Rosier grâce à ses 2 podiums. Cette course peut nous interroger sur différents points. La chance est-elle en train de tourner en faveur de Fangio, elle qui le fuyait depuis le début de la saison? Farina va-t-il rebondir au prochain Grand Prix en France? Louis Rosier réalisera-t-il un 3e podium consécutif pour son Grand Prix à domicile? Et Ferrari viendra-t-elle avec son moteur atmosphérique? Beaucoup de questions sans réponse ce soir, mais ne vous en faites pas, le prochain Grand Prix apportera les réponses nécessaires. Mesdames, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous sera pour notre Grand Prix national qui se tiendra à Reims le 2 juillet prochain, en espérant que vous serez toujours aussi nombreux. Rendez-vous donc le 2 juillet à la même heure et sur la même chaîne. À bientôt. Hello boys and girls and the other, merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout cette émission parlant de la 5e manche de la saison 1950. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu et à la commenter.
Tu peux également la partager sur les réseaux sociaux. Je t'invite à venir me suivre sur Twitter et sur Instagram. Tu seras au courant des nouvelles actualités. Si tu veux avoir une surprise, je t'invite à t'abonner et à appuyer très fort sur la cloche pour avoir en avant-première la vidéo sur le Grand Prix de France 1950 sortant le 2 juillet. C'est faux, mais tu peux quand même le faire. À droite et à gauche, tu trouveras des vidéos de la série Les Premiers Héros, la précédente et la suivante lorsqu'elle sera sortie, en espérant que tu aies passé un bon moment. Et moi je te dis à la prochaine.